Pendant plus de 40 ans, elle a gardé le silence. 40 années à porter seule le poids d'une nuit qui a changé l'histoire de la musique pour toujours. Mais aujourd'hui, Yoko Ono brise enfin ce silence assourdissant. Et ce qu'elle vient de révéler sur John Lennon va bien au-delà de ce que vous imaginez. Attachez vos ceintures, car ce voyage dans les coulisses de la légende va vous bouleverser. Le 8 décembre 1980. Cette date résonne comme un coup de tonnerre dans l'univers de la musique. Ce soir-là, devant l'immeuble Dakota à Manhattan, un homme a fait basculer le destin d'une icône. John Lennon, le rêveur qui chantait Imagine, s'est éteint sous les balles d'un fou obsédé. Yoko Ono était là. Elle a tout vu, tout entendu, tout ressenti. Mais contrairement à ce que le monde entier croit savoir, l'histoire ne s'arrête pas à ce drame insoutenable. Derrière la tragédie se cachent des vérités enfouies, des confessions troublantes, et des révélations que personne n'attendait. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'âme tourmentée d'un génie, à travers les mots de celle qu'il a aimée jusqu'au bout. Revenons à cette soirée maudite de décembre. John et Yoko rentrent chez eux après une longue journée de studio. L'air est glacial, les rues de New York scintillent sous les lumières de Noël. Rien ne laisse présager l'horreur qui va suivre. Pourtant, dans l'ombre, un homme les attend. Son nom, Mark David Chapman. Dans sa tête, un chaos indescriptible. Dans sa main, une arme chargée. Quand les coups de feu déchirent le silence, tout bascule en une fraction de seconde. John s'effondre. Le sang se répand sur le sol froid. Yoko hurle, figé par la terreur. Chapman, lui, reste là, immobile, comme détaché de la réalité. Quand le portier de l'immeuble arrive en courant et lui demande s'il réalise ce qu'il vient de faire, la réponse tombe, glaçante, « Je viens de tirer sur John Lennon ». Les policiers débarquent en quelques minutes. Ils découvrent une scène surréaliste. John, malgré ses blessures mortelles, a trouvé la force de gravir 5 marches avant de s'écrouler dans le hall. Son visage est méconnaissable, couvert de sang. Les agents HRB Framberger et Tony Palma comprennent immédiatement la gravité de la situation. Pas le temps d'attendre l'ambulance. Ils le transportent eux-mêmes dans une voiture de patrouille, foncent vers l'hôpital Roosevelt. Yoko les suit, le cœur en miettes, agrippé à l'espoir. À l'hôpital, c'est le chaos. L'équipe du docteur Stephen Lynn se bat contre le temps, mais la bataille est perdue d'avance. John arrive sans pouls, sans tension artérielle, sans vie. 3 balles ont déchiré sa poitrine. Même dans une salle d'opération avec toute une équipe prête à intervenir, il aurait été impossible de le sauver. À 23h07, le verdict tombe, John Lennon est déclaré mort. Il avait 40 ans. Le monde s'effondre. Les fans pleurent dans les rues. Les radios diffusent ses chansons en boucle. Mais pour Yoko, c'est un tsunami personnel qui la submerge. L'homme qu'elle aimait, son partenaire, son complice, vient de lui être arraché de la manière la plus brutale qui soit. Mais voici ce que peu de gens savent. Ce qui rend cette tragédie encore plus insoutenable. En 1965, 15 ans avant sa mort, John Lennon avait eu une intuition terrifiante. Lors d'une interview, il avait déclaré avec un détachement troublant, « Nous finirons soit dans un crash d'avion, soit un dingue nous descendra ». Lisez bien cette phrase à nouveau. Un homme prédit sa propre fin avec une précision effrayante. Comme s'il savait, au fond de lui, que la célébrité porte en elle les germes de sa propre destruction. Comme si le prix de la gloire était inscrit dans le destin. Et Chapman? Qu'est-ce qui a poussé cet homme à commettre l'irréparable? Un mélange toxique de fanatisme religieux et de soif de reconnaissance. Il était outré par cette phrase lancée par Lennon en 1966, « Les Beatles sont plus populaires que Jésus ». Pour Chapman, c'était un blasphème. Mais ce n'était pas tout. Dans sa tête malade, tuer John Lennon, c'était devenir quelqu'un. Je pensais qu'en tuant John Lennon, je deviendrais célèbre, avouera-t-il plus tard. Une logique tordue, symptôme d'un esprit fracturé par l'obsession. Cette nuit-là, plusieurs personnes ont assisté à la scène. Des témoins involontaires d'un cauchemar éveillé. Parmi eux, Richard Peterson, un chauffeur de taxi qui attendait à proximité. Dans un documentaire, il raconte « Je l'ai vu appeler le nom de Lennon. Puis sortir son arme. Je le regardais à travers mon pare-brise. J'ai vu les coups de feu. Au début, j'ai cru qu'il tournait un film. Mais il n'y avait ni caméra, ni lumière. C'était réel. » Une autre témoin, une femme prénommée Nina, s'est approchée de Chapman juste après les tirs. Elle l'a confronté, espérant peut-être le ramener à la raison. Mais il lui a simplement dit de partir, avec un calme glacial qui fait encore froid dans le dos.
À l'intérieur du Dakota, Jay Hastings, le réceptionniste, a vu John s'effondrer devant lui. Il est passé devant moi en disant « On m'a tiré dessus ». Du sang coulait de sa bouche. Il s'est effondré. J'ai enlevé ses lunettes et Yoko criait « Appelez une ambulance, appelez une ambulance ». Des images qui ne s'effacent jamais. Des souvenirs gravés dans la chair. Après cette nuit d'horreur, Yoko Ono a dû apprendre à respirer à nouveau. À continuer. Mais comment fait-on pour survivre quand on a perdu son âme sœur dans de telles circonstances? En 1990, elle confiera au New York Daily News, après la mort de John, certains jours, il n'était tout simplement pas important pour moi de continuer. Pourtant, elle a trouvé une raison de se battre, leur fils, Sean. C'est lui qui lui a donné la force de tenir debout. En tant que mère, je me suis dit que je devais survivre. Un amour maternel plus fort que le chagrin, plus puissant que le désespoir. Yoko ne s'est jamais remariée. Mais elle a trouvé du réconfort auprès de Sam Avattoa, un antiquaire avec qui elle a partagé une relation discrète pendant 20 ans. Une présence apaisante dans la tempête. Un compagnon qui l'a aidé à traverser les années les plus sombres. Elle est restée dans cet appartement du Dakota. Ce même endroit où John a été tué. Certains lui ont demandé pourquoi. Comment pouvait-elle vivre entourée de ces souvenirs douloureux? Mais pour Yoko, c'était aussi le lieu de leur amour. Le sanctuaire de leur rire, de leur art, de leur complicité. Elle a transformé la douleur en création, canalisant son chagrin dans ses œuvres, perpétuant l'héritage de John à travers chaque note, chaque tableau, chaque mot. Mais Yoko Ono ne s'est pas contentée de survivre. Elle a décidé de parler. De lever le voile sur des aspects méconnus de la vie de John. Et certaines de ces révélations ont choqué le monde entier. Première confession, la bisexualité de John Lennon. Selon Yoko, John éprouvait une attirance pour les hommes, mais ne l'a jamais concrétisée. Il en avait envie, mais il était trop inhibé, explique-t-elle. John cherchait une connexion qui allait au-delà du physique. Il voulait être attiré à la fois par le corps et par l'esprit. Il disait, ça ne me dérange pas s'il y a un homme incroyablement attirant. Mais c'est très difficile. Il devait être non seulement beau, mais aussi mentalement très avancé. Les rumeurs concernant Brian Epstein, le manager des Beatles, ont longtemps circulé. Beaucoup pensaient que John et Brian avaient une liaison. Mais Yoko met les choses au clair, il n'y a jamais eu de relation sexuelle entre eux. C'était une relation intense, presque une histoire d'amour, mais jamais consommée, précise-t-elle. Pour Yoko, les normes sociales de l'époque ont joué un rôle majeur dans cette retenue. John et moi avons eu une grande discussion à ce sujet. Nous pensions que nous devons tous être bisexuels, mais que la société nous pousse à cacher ce côté de nous-mêmes. Mais ce n'est pas tout. Yoko a également révélé un aspect beaucoup plus sombre de la vie de John, son addiction aux drogues dures. Et selon elle, cette dépendance a joué un rôle crucial dans la séparation des Beatles. En 1969, John était profondément accro à l'héroïne. Cette addiction a exacerbé les tensions déjà présentes au sein du groupe. George Harrison, Paul McCartney et Ringo Starr observaient, impuissants, leur ami sombrer dans une spirale destructrice. La présence de Yoko à ses côtés, combinée à leur consommation ouverte de drogue, a accentué le malaise. John attribuait sa dépendance au chagrin qu'il partageait avec Yoko après sa fausse couche en 1968. Nous cherchions à anesthésier une véritable douleur, expliquait-il. Mais certains témoignages suggèrent que sa consommation avait commencé plus tôt, peut-être comme un acte de rébellion contre ses camarades qui n'acceptaient pas pleinement Yoko. L'impact sur les Beatles a été dévastateur. Les sautes d'humeur de John sont devenues incontrôlables. Ces explosions de colère mettaient à rude épreuve ses relations avec ses compagnons. Après un grave accident de voiture en Écosse, sa dépendance s'est encore intensifiée. Lors des sessions d'enregistrement d'Abbey Road, l'atmosphère était électrique. Les autres membres marchaient sur des œufs, conscients de l'état fragile de John. Finalement, l'addiction, combinée aux tensions interpersonnelles, a signé la fin des Beatles. La dissolution du groupe a marqué la fin d'une ère, rappelant avec tristesse comment les démons personnels peuvent détruire même les plus grandes créations collectives. Malgré tout, l'histoire de John et Yoko reste avant tout une histoire d'amour. Leur rencontre en 1967 a été une collision cosmique. Deux âmes en quête de sens qui se sont trouvées. Dès le premier regard, l'alchimie était évidente. En 1968, ils se sont mariés à Paris, lors d'une cérémonie simple, sans faste. Juste l'essentiel, leur amour et leur engagement. Mais leur lune de miel n'avait rien de traditionnel.
Au lieu de se prélasser sur une plage, ils ont organisé les célèbres Bedianes for Peace. Allongés dans leur lit d'hôtel, ils ont invité le monde entier à les rejoindre dans un acte de protestation pacifique. Si nous devions nous marier, nous le dédierions à la paix, expliquait John. John parlait de Yoko avec une intensité rare. Je peux être seul sans Yoko, mais je n'en ai aucune envie. Il n'y a rien de plus important que notre relation. Leur lien était indéfectible, une force qui transcendait tout le reste. Mais John n'était pas un saint. Loin de là. Dans une interview à Playboy en 1980, il a fait des aveux glaçants, « J'étais cruel avec ma femme. Je la battais. J'étais violent avec les femmes. Je ne pouvais pas m'exprimer, alors je frappais. » Ces mots ont choqué le monde. L'homme qui prêchait l'amour et la paix avait lui-même été violent. Son comportement abusif ne s'est pas arrêté à son premier mariage avec Cynthia Powell. Il a perduré dans sa relation avec Yoko. John lui-même reconnaissait cette contradiction, c'est pourquoi je parle toujours de paix. Ce sont les gens les plus violents qui aspirent le plus à l'amour. Son activisme était une réponse à ses propres batailles intérieures, une tentative de se racheter. Sa relation avec son fils Julian était également compliquée. Il décrivait sa conception comme née d'une bouteille de whisky un samedi soir. Julian a grandi avec un père distant, émotionnellement absent. Maman était plus tournée vers l'amour que papa. Il chantait à ce sujet, mais il ne le donnait jamais vraiment. Pas à moi, en tout cas. Voilà. Vous venez de plonger dans les profondeurs cachées de la vie de John Lennon. Un homme complexe, tourmenté, génial et imparfait. Un homme qui a changé le monde avec sa musique, mais qui luttait contre ses propres démons. Yoko Ono a choisi de partager ses vérités non pas pour détruire l'image de John, mais pour montrer son humanité. Pour rappeler que même les légendes ont leurs failles. Et que l'amour, même imparfait, peut transformer des vies. Alors, que pensez-vous de ces révélations? Change-t-elle votre vision de John Lennon? Dites-le nous en commentaire. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager et de vous abonner à Découverte Ultime pour ne rien manquer de nos prochaines enquêtes exclusives. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour de nouvelles découvertes qui vont vous retourner le cerveau.